Alors bonjour, aujourd'hui nous allons prendre connaissance du fonctionnement du cerveau, le Psy 3. Donc quelles sont les fonctions de votre cerveau et de vos sens. Alors bien entendu, je me présente, Dr. Jerry Otis, comme vous pouvez voir, et nous allons continuer cet enregistrement avec le thème de la parapsychologie Psy 3. Nous changerons de thème à chaque fois. Et bien entendu, pour être capable d'utiliser différents thèmes qui nous permet de découvrir, si vous voulez, les facettes inconnues ou contestées par la science dite conventionnelle, ou plutôt par ses ordres ou associations de toutes sortes qui essaient de garder le contrôle et veulent simplement dominer et spéculer par leur membership, leur carte de membre, si vous voulez, en offrant une soi-disant protection à ses membres. Donc, je me présente, Dr. Jerry Otis, PhD, docteur de formation, diplômé de différentes disciplines, telles que l'hypnothérapie psychosomatique, médecin acupuncteur international, praticien des médecines douces, holistiques et alternatives, vulgarisateur surtout et enseignant, formateur en sécurité et investigation, infiltration enquête dans les dernières années, plus de 4000 agents et agentes de formés, homme d'affaires dans différents champs d'action et coach de vie et d'affaires aujourd'hui, écrivain sur les expériences de la vie pour permettre à l'être humain de bien se connaître et découvrir son potentiel en soi. Alors pour celui ou celle qui aimerait communiquer avec moi, je vous laisse un courriel privé qui est jgotis@gmail.com. Alors pour toute question, quelle qu'elle soit, ne vous gênez pas, vous pouvez m'écrire à jgotis@gmail.com. Donc aujourd'hui, ce que nous verrons, c'est la perception de notre cerveau et la capacité que nous pouvons exploiter de ce même cerveau que tous et chacun possèdent. Alors bien entendu, quelles sont nos connaissances, quelles sont nos pratiques, quelles sont nos représentations, qui vont nous permettre de mesurer nos formes, si vous voulez, de perception extrasensorielle et nos perceptions sensorielles, dont les principales formes de perception qui sont considérées extrasensorielles sont, de 1, la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience, la précognition, la rétrocognition, et seuls les états modifiés de conscience permettent d'expliquer certains de ces phénomènes. Et ensuite, nous allons voir, il est important d'apprendre à mesurer ces phénomènes. Alors nous allons voir maintenant nos perceptions sensorielles de nos sens comme sensation. Alors nous percevons la perception visuelle, perception auditive, perception tactile, gustative, olfactive, de l'équilibre, du temps et de l'espace, intensif ou extensif, selon la réalité qui sera toujours reliée à nos connaissances et expériences de la vie, ce que nous verrons dans le fonctionnement de nos 5 sens du cerveau, plus nos perceptions extrasensorielles. Alors ici, nous allons voir au niveau de la parapsychologie, comme c'est interdisciplinaire, il y a beaucoup de connaissances dans l'interdisciplinarité de ces connaissances, nous devons construire
un certain processus, si vous voulez, de croyance, de savoir et d'opinion. Donc, à partir de ça, nous allons former certaines représentations et ces représentations vont devoir être transmises, bien entendu, qui sont nos connaissances. Alors, nous allons les transmettre, mais en autant qu'elles sont à visée pédagogique, donc documenter, informer et enseigner ces mêmes connaissances que nous avons pour en faire un côté pratique. Et bien entendu, du côté pratique, on va regarder le côté à visée scientifique. OK, il faut publier, étudier. Alors, bien entendu, réorganiser, si vous voulez, théoriser toutes ces expériences qui ont été faites, ces phénomènes que nous allons décrire, que nous allons formaliser, que nous allons systématiser, eh bien, ce sont des phénomènes que nous allons théoriser, mais que nous allons essayer de présenter à visée scientifique. Alors, ces représentations, bien entendu, vont être désignées comme croyances pour les sceptiques et les scepticiens et les rationalistes. Donc, eux vont analyser, et comme activité pour les parapsychologues qui, eux, bien entendu, vont se rendre au phénomène de la psychokinèse et de la perception extrasensorielle, ou les perceptions extrasensorielles. Alors, bien entendu, comment définirons-nous nos perceptions extrasensorielles? Dans l'ensemble de ces photos, nous verrons les formes de perception extrasensorielle perçues en dehors de nos sens, telles que je viens de vous expliquer, telles que la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience, la précognition, la rétrocognition et vision à distance. Dans la première image de gauche, vous remarquez le troisième œil, le chakra du troisième œil. Dans l'image de droite, vous verrez tous les chakras. Nous avons, chaque être humain a tous ces chakras qui sont des centres de force vitale. Lorsqu'ils sont alignés et bien balancés, eh bien, vous avez tous ces centres vitaux qui vont vous aider à propulser une énergie positive, une très bonne énergie bien équilibrée. Et nous verrons également les ondes cérébrales qui vont nous permettre d'analyser nos perceptions sensorielles. Alors on dit, lorsque vous remarquez ici, dans la première image, les yeux sont le miroir de l'âme. Eh bien oui, c'est vrai, par les yeux, nous pouvons voir beaucoup, analyser beaucoup. Nous allons vous l'expliquer. Dans la deuxième image, nos ondes cérébrales se rencontrent. Que voulons-nous dire? Eh bien, la télépathie existe. Alors, les ondes ou les fréquences cérébrales nous permettent, si vous voulez, de sentir ou ressentir la communication de l'autre télépathiquement. Et cette troisième image, onde ou fréquence, eh bien, combien de fois on va voir dans notre champ visuel, combien de fois nous percevons certaines choses qui correspondent à nos désirs les plus profonds, n'est-ce pas? L'œil qui achète ou qui rejette ce qu'il n'aime pas. Alors nos ondes cérébrales, elles se mesurent. Alors nous avons 4 degrés d'onde cérébrale, alpha, qui est l'onde de méditation. Lorsque certaines personnes vont aller en méditation, ils sont en onde alpha, onde de créativité, bêta, θ ou delta, l'onde la plus profonde qui va vous permettre, soit en méditation ou sous hypnose, de découvrir les capacités inconnues
de votre cerveau. Lorsque nous allons dans des ondes delta, c'est pratiquement la léthargie. Nous pouvons pratiquer certaines opérations, certaines chirurgies, là, et vous ne sentirez absolument rien. Allons voir maintenant, schématiquement, ce cerveau. Lorsque nous utilisons que 10% des fonctions et capacités de notre cerveau, alors imaginez seulement si nous pourrions augmenter que de 5 à 10% de plus tout ce que nous serions capables de réaliser. Nous verrons la localisation des zones cérébrales et l'importance de faire attention aux coups que nous pouvons recevoir au cerveau. C'est là que vous allez voir l'importance lorsqu'on parle d'une commotion cérébrale, soit que ce soit dû à une chute ou à un accident ou autre. Bon, si on prend exemple les joueurs de hockey, on parle souvent de commotion cérébrale. Eh bien, nous allons voir les zones que ça peut affecter. Nous allons voir ici la localisation des zones cérébrales. Alors, cette localisation des zones cérébrales, bien entendu, ici, on commence de 1 en descendant. Alors, vous voyez toute la numérotation de ces zones cérébrales qui sont partout à l'intérieur du cerveau. Eh bien, nous allons les nommer. 1, le genou. 2, les hanches. 3, le tronc. 4, le cou. 5, les épaules. 6, le coude. 7, les doigts. 8, le pouce. 9, les paupières. 10, la face. 11, la langue. 12, le pharynx. Et nous continuons avec le mouvement des yeux. 13, 14, délibération. 15, le centre moteur de la parole. 16, les cordes vocales. 17, la respiration. 18, mouvement de la tête et des yeux. 19, la stéréognosie, mémoire et connaissance du toucher. 20, le schéma corporel, reconnaissance des objets par les formes. 21, l'apraxie, perte de la compréhension de l'usage des objets usuels. 22, l'alexie, la cécité verbale. 23, la compréhension du langage parlé. 24, l'anosmie, diminution ou perte complète de l'odorat par lésion nasale ou cérébrale. 25, l'anosmie visuelle, la mémoire par la connaissance de la vue. Et 26, la vision. Allons voir maintenant ce que notre cerveau nous réserve ou nous dévoile. Alors ici, pour bien comprendre ce schéma du cerveau, nous l'avons divisé en 3 étapes. Nous allons commencer par le bas, la première étape, où vous remarquez, bon, sensation, les 5 sens, sensation, siège de la sensibilité. Donc, nous allons appeler ça le subconscient, qui, lui, enregistre tout depuis votre naissance et qui va enregistrer une image. Cette sensation va créer une image. Cette image s'en va, elle, en partie mémoire, intelligence émotionnelle, qui, elle, va se faire une idée. Et plus tard, nous allons voir que cette mémoire va extérioriser, ça c'est la partie inconsciente au centre, la partie inconsciente, et en haut, la partie consciente.
Donc l'image qui est en mémoire, ou qui va s'extérioriser éventuellement au niveau conscient par la volonté, soit un cliché de volition par la parole, ou une idée force par un acte, alors c'est ce qui nous permet de bien comprendre le mécanisme du cerveau. Tout s'enregistre au siège de la sensibilité. Alors je le répète à nouveau parce que c'est très, très important de bien comprendre le fonctionnement de ce schéma pour bien comprendre le fonctionnement de notre cerveau et de nos sens. Au niveau du subconscient, siège de la sensibilité, tout s'enregistre depuis notre naissance. Toute vision, que ce soit à partir de nos sens, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goûter, du toucher, tous nos sens créent une sensation qui va s'enregistrer au siège de la sensibilité et va créer une image que nous allons appeler un engramme. Et bien entendu, cette image s'en va à l'intérieur de l'inconscient au niveau de la mémoire subconsciente ou mémoire inconsciente, qui, bien entendu, est une mémoire également au niveau de l'intelligence qui va se faire une intelligence émotionnelle, qui va se faire une idée de cette image, pour ensuite l'extérioriser consciemment ou inconsciemment par la volonté, soit par un cliché de volition, la parole, ou par un acte. Alors nos perceptions maintenant extrasensorielles, c'est-à-dire notre sixième sens, ce sont nos perceptions extrasensorielles que nous allons définir un peu plus loin dans cet exposé. Alors mémorisez bien cette image schématique, car nous allons nous en servir tout au long de notre explication pour bien se comprendre. Regardons, si vous voulez. Alors, on va commencer par parler des sensations. On va regarder encore le schéma et nous commencerons par parler des sensations que vous percevez par vos sens, siège de la sensibilité. Chaque fois qu'un de vos sens est sollicité, une image se crée au subconscient qui enregistre, si vous voulez, un engramme. On appelle ça un engramme, qui enregistre un engramme ou cette image qui s'est enregistrée, qui plus tard, selon votre mémoire, vos émotions et votre intelligence émotionnelle, bien entendu, laisseront passer par votre volonté un cliché de volition, une parole, ou un cliché de force, un acte, qui sera agréable ou désagréable, peut-être ce qui explique le pourquoi de certaines actions ou réactions. Alors, pourquoi que nous agissons de façon, bien souvent, de façon inconsciente à certaines choses, sans savoir le pourquoi de nos agissements, mais que nos sens ont interprété et que vos émotions ont amplifié ou diminué. Alors le pourquoi qu'il faut, par la volonté, contrôler le mieux possible nos émotions. Car lorsque votre émotion va sortir de façon consciente ou inconsciente, nous ne saurons jamais de quelle façon votre agissement sortira exactement. Alors nous allons, si vous voulez bien, commencer par la vue. Votre regard parle. Nous avons dit tout à l'heure au début, les yeux sont le regard de l'âme. Votre regard parle. Lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois,
quelle est l'impression que cette personne dégage et vous inspire? Quelle image se crée au subconscient qui enregistre un engramme? De la sympathie ou de l'antipathie? De la confiance ou de la méfiance? De l'amour ou du rejet? Charismatique ou itinérant? Alors voyez-vous toute la gamme d'images émotionnelles qui plus tard, selon votre mémoire, vos émotions et votre intelligence laisseront passer par votre volonté, par la parole, un cliché de volition, par la parole, ou par une parole désagréable. Je veux rien savoir de cette personne. Ou par un cliché de force, un acte de force, une idée force, un acte qui sera désagréable selon la sensation enregistrée au niveau de votre subconscient et que votre inconscient déformera peut-être sans que vous ayez eu le temps de connaître la réalité et la véritable valeur identitaire de cette personne. Alors voyez-vous comment il est important de bien contrôler ses émotions. Alors, allons voir maintenant le sens de l'ouïe. Lorsque nous entendons, vous êtes sur la route, vous vous en allez sur la route en automobile, et lorsque nous entendons un bruit de sirène derrière vous, eh bien nous savons pratiquement que c'est un son de police, d'ambulance ou de pompiers. Nous leur céderons le passage et nous arrêterons notre voiture de façon à les laisser passer de façon sécuritaire, tout comme tout bon citoyen. Alors, un autre exemple, vous écoutez une chanson, vous êtes charmé par la voix que vous entendez, parce qu'elle crée une sensation qui vous est agréable. Mais lorsque vous l'entendez parler, vos sens, au siège de la sensibilité, vous communiquent-elles la même sensation? Alors, vous comprenez pourquoi il est important de bien contrôler la portée de notre voix. Souvent, nous entendons « Ne parle pas si fort, je ne suis pas sourd » ou « Parle pour que je te comprenne ». Et ici, bien entendu, nous ne parlerons pas du ronflement au coucher, que vous comprenez. Alors vous comprenez l'importance de nos sens. Nous regarderons maintenant l'importance de l'odorat. Vous avez soudainement une odeur de fumée. Vite, que ferez-vous? Que cherchez-vous? S'il y a du feu quelque part, c'est normal. Votre subconscient a déjà enregistré le danger que représente cette odeur. Imaginez maintenant celui ou celle qui a déjà passé au feu et qui a tout perdu. L'image que cette personne peut avoir et de quelle façon va-t-elle réagir. Ceci explique les raisons que nous ne pouvons pas toujours comprendre les réactions des autres, car les images que nous avons appelées engrammes créeront des réactions différentes d'une personne à l'autre, selon ce qu'elle a vécu. Alors, quelle odeur maintenant dégagez-vous? Vous, car chaque être humain dégage par sa peau une odeur qui fait que l'on attire ou repousse consciemment ou inconsciemment l'intimité
parfois qui nous est proche, de la personne qui nous est proche. Regardons maintenant le goûter ou la gustation qui joue un rôle important dans l'alimentation et les vins ou boissons alcoolisées. Souvenez-vous, lorsque vous donnez à manger à votre bébé, vous goûtez toujours la petite cuillère de nourriture que vous porterez à sa bouche pour vous assurer que ce n'est pas trop chaud. Si oui, quel geste faites-vous? Un geste de rejet et vous soufflez dessus pour le refroidir. Mais quelle image venez-vous de projeter au niveau du siège de la sensibilité de son subconscient? Alors, peu importe la saveur de ce que vous lui donnez, il le rejettera, possiblement, comme vous l'avez fait, mais sans savoir pourquoi. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi nous n'aimons pas manger telle ou telle chose? Beaucoup plus tard dans notre vie, nous découvrirons que nous n'aimons pas manger cette chose, soit par cette image de rejet ou culture du goût que nous apprendrons dans le futur. Allons voir maintenant ce sens, le toucher, le sens le plus important, le sens du bonheur. Le toucher, qui est un de nos sens les plus importants, mais aussi le plus percutant sur notre façon d'agir ou réagir. Lorsque vous posez votre main sur l'épaule de quelqu'un, de quelle façon le faites-vous? Pour le rassurer, lui donner confiance, le supporter ou de façon autoritaire, le blâmer et lui reprocher ce que vous n'acceptez pas avec un regard et une voix qui confirment et créent une sensation de peur et de rejet, ou une main réconfortante qui va créer une toute autre sensation. Alors pourquoi qu'au début d'une relation, la plupart des amoureux se tiennent par la main et n'ont pas besoin de se parler? Et petit à petit, nous délaisserons ce geste d'amour que nous devons renouveler tous les jours, que nous devrions renouveler tous les jours. Et que dire de la poignée de main que vous donnez lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois? Que voulez-vous communiquer à cette personne? De l'assurance? Du plaisir de la rencontrer, de la voir? Ou du « je m'en fous » de ce qu'il pense de moi? Politesse exige, hein? Alors, voyez-vous l'importance du toucher, le sens le plus important. Allons voir maintenant nos perceptions extrasensorielles. Il faut comprendre que nos perceptions extrasensorielles sont sollicitées par tous nos sens et que vos sens enregistrent une image que nous appellerons un engramme au niveau du subconscient, tel que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui plus tard, selon votre mémoire, vos émotions et votre intelligence laisseront passer par votre volonté, un cliché de volition par la parole, ou une idée force, un cliché de force, un acte de force, et qui sera agréable ou désagréable selon la sensation enregistrée au niveau de votre subconscient, mais que votre inconscient déformera peut-être, ce qui explique le pourquoi que bien souvent nous agissons
de façon inconsciente à certaines choses sans savoir le pourquoi de nos agissements, mais que vos sens ont interprété et que vos émotions ont amplifié ou diminué. Le pourquoi qu'il faut, par la volonté, contrôler le mieux possible nos émotions. Nous allons voir dans la suite 2 de nos perceptions extrasensorielles. Vous comprenez le pourquoi qu'il faut apprendre à contrôler nos émotions par notre volonté, qui est un muscle d'ailleurs en développement continuel. Comment allons-nous développer ce muscle de la volonté? Par la discipline et la détermination. Nous obtiendrons un bon développement de notre volonté. Revenons maintenant à la compréhension du développement de nos perceptions extrasensorielles. Comme il nous est impossible de mesurer la crédibilité de nos perceptions, autre que par notre expérience de la vie, nos connaissances et notre savoir, quelles sont les perceptions sensorielles les plus sollicitées? Eh bien, nous avons la perception visuelle, auditive, tactile, gustative, olfactive, de l'équilibre, du temps, de l'espace, et audiovisuel, intensif et ou extensif, et la perception de la réalité, qui est individuelle à chacun. Si nous ajoutons à ceci les influences gustatives, comme les saveurs astringentes, sucrées, piquantes, métalliques, et de l'amidon ou salé, alors nous verrons qu'il y a plusieurs influences qui vont venir nous toucher. Alors continuons. Dans ces perceptions extrasensorielles, outre aux réponses gustatives qui vont varier selon chaque individu, selon leur seuil de détection, sucré, salé, acide ou amer, et comme le goût est très culturel, il est dépendant des habitudes alimentaires. Nous verrons donc qu'avant d'apprendre le fonctionnement neuronal et des synapses du cerveau, nous commencerons par découvrir comment nous pouvons améliorer et ou contrôler la réception de nos sensations qui crée une image appelée engramme au siège de notre subconscient en prenant conscience de nos actions ou réactions émotives. Donc, nous apprendrons donc à contrôler notre inconscient par la volonté, à retenir ou extérioriser nos images retenues dans notre mémoire depuis le début de notre vie, selon la situation dans laquelle nous sommes. Devons-nous agir? Oui ou non? Posons-nous la question. Est-il nécessaire de parler et agir ou de se taire? Ne dit-on pas souvent que le silence est d'or? Alors, de là, les réactions inconnues de notre comportement. Et maintenant, pour bien comprendre nos réactions comportementales différentes de jour en jour, nous devrons prendre conscience de cette énergie qui nous entoure et du fonctionnement de notre cerveau avec toutes ses émotions. De là le pourquoi que dans cette vie,
Certains partagent la même énergie pendant des années et d'autres ne font que passer. Alors le fonctionnement de notre cerveau, contrôlé par notre mental, notre volonté, la raison, notre jugement, l'âme et l'esprit incarné, nous apprendra le pourquoi de certaines actions ou réactions pour un futur meilleur. À vous de réécouter cette présentation encore et encore, croyez-moi. Je vous laisse ici des références tirées du Wikipédia pour vos recherches personnelles. Alors, bienvenue au Psy 3, qui est le fonctionnement du cerveau, qui vous donne une meilleure connaissance de votre fonctionnement mental et de tous vos sens. Car nous verrons dans le Psy 4 les différents mondes et ses influences, donc les différents plans multidimensionnels. Regardons maintenant les références de Wikipédia pour faciliter votre compréhension et vos recherches. Les perceptions extrasensorielles, PES, ESP, Extrasensorial Perception, qui sont perçues en dehors des sens, des organes, de la perception, désignent un échange d'informations ou ce qui est perçu comme tel entre un sujet et son environnement selon des principes inconnus des sciences actuelles. L'expression vient de Joseph Banks Rhine, qui est le docteur Rhine. Tout ce qui est en bleu, d'ailleurs, est un lien qui vous ramène à la connaissance de Wikipédia, de ce que Wikipédia vous offre dans vos recherches. Alors, vous avez les formes extrasensorielles, comme on a mentionné. Les principales formes de perception considérées comme extrasensorielles sont la télépathie, échange psychique d'informations à distance entre deux ou plusieurs personnes. La clairvoyance, connaissance d'un événement qui s'est produit à distance. La clairaudience, réception d'informations, de voix ou de signaux. Précognition, connaissance d'informations portant sur un événement qui ne s'est pas encore produit. Et la rétrocognition, connaissance de faits passés, impossible à connaître selon les voies ordinaires. Mais par l'hypnose, en régression d'âge ou en rebirth, il est facile d'aller dans le passé et faire certaines vérifications. Nous allons voir dans son étude ISP ou PES de l'Extrasensorial Perception, la parapsychologie a recours au protocole de Gansfeld. Toutefois, les psychologues qui se sont penchés sur les études des parapsychologues comme Ray Hyman, et Suzanne Blackmore ont conclu que là, il y avait des résultats positifs. On constatait de la fraude, des erreurs, de l'incompétence et de la manipulation statistique. Les états modifiés de conscience peuvent expliquer certains phénomènes comme l'expérience de mort imminente ou l'extase. Selon l'avis des parapsychologues, en 1997, Milton a publié dans le journal de la parapsychologie une méta-analyse comportant 78 études d'expérience d'extrasensorial perception avec des réponses libres menant à des résultats statiques avec une petite taille d'effet. Une méta-analyse de Milton et Morris publié dans le journal également de la parapsychologie, portant sur des expériences de précognition à choix forcé, a donné un résultat particulièrement significatif
avec une taille d'effet particulièrement forte pour les chercheurs utilisant des sujets doués. On peut mentionner également les recherches portant sur le Genschauer et les recherches sur la vision à distance. La cognition, qui est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et met en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution des problèmes, la prise de décision, la perception ou l'attention. Alors, tous ces processus cognitifs ont été mis au jour par un petit groupe de psychologues de Harvard dans les années 55-60, notamment autour de Jérôme Brenner et de George Miller, dans ce qui a été désigné comme la révolution cognitive, critique vis-à-vis des échecs du behaviorisme d'alors, qui interdisait toute hypothèse sur le fonctionnement mental. Ils vont au contraire, en actif, témoins de la cybernétique naissante, modéliser le fonctionnement de la pensée sous forme de régulation permanente entre perception et action et l'unifier en termes d'apprentissage informatif et adaptatif à l'ensemble des processus mentaux, y compris les émotions et la fonction affective, traditionnellement séparés des processus de reconnaissance et supposés réservés à tort aux uniques thèses psychanalytiques. Aujourd'hui, bien entendu, le terme cognition peut également être utilisé pour désigner non seulement les processus de traitement de l'information, dits de haut niveau, tels que le raisonnement, la mémoire, la prise de décision et les fonctions exécutives en général, mais aussi des processus plus élémentaires comme la perception, la motricité, ainsi que les émotions. Par exemple, selon Antonio Damasio, dans son livre L'erreur de Descartes, les émotions font partie des fonctions cognitives, car le raisonnement et la prise de décision ne peuvent pas se faire sans les émotions. La cognition est souvent étendue au-delà du seul cadre de la cognition humaine pour inclure tous les processus intelligents, y compris chez les animaux non humains ou mis en œuvre au sein de systèmes artificiels comme les ordinateurs. Les sciences cognitives rassemblent l'ensemble des domaines scientifiques consacrés à l'étude de la cognition, notamment les neurosciences, la psychologie, la linguistique, l'intelligence artificielle, les mathématiques appliquées à la modélisation des fonctions mentales, l'anthropologie et la philosophie de l'esprit. Cette recherche transdisciplinaire est souvent fédérée par des hypothèses relatives à la nature de la cognition conçues comme simulation, comme manipulation formelle de symboles ou encore comme une propriété émergeant des systèmes complexes. La définition exacte de la cognition et des relatifs
des relations entre activité mentale et cérébrale. Le problème corps-esprit reste l'objet de nombreux débats dans les sciences de la révolution cognitiviste. La perception dominante dans le milieu du XXe siècle regroupe sous le terme de cognition les fonctions dont est doté l'esprit humain et par lesquelles nous construisons une représentation opératoire de la réalité à partir de nos perceptions, susceptibles en particulier de nourrir nos raisonnements et guider nos actions. D'autres courants de recherche critiquent cette perspective représentationaliste et caractérisent au contraire la cognition comme un phénomène essentiellement dynamique et émergent. Donc nous verrons, en cliquant sur un de ces liens, la cognition froide ou contre la cognition chaude, cognition artificielle, cognition située et incarnée, des sciences cognitives à la science de la cognition, les bibliographies, tous les articles et les liens externes. Allons voir maintenant la perception, qui est l'activité par laquelle un sujet fait l'expérience d'objets ou de propriétés présents dans son environnement. Cette activité repose actuellement sur des informations délivrées par ses sens. Alors, chez l'espèce humaine, la perception est aussi liée au mécanisme de cognition. Le mot perception désigne soit le processus de recueil et de traitement, comme nous avons vu au tout début, de l'information sensorielle ou sensible, en psychologie cognitive par exemple, ou soit la prise de conscience qui en résulte, en philosophie de la perception notamment. En psychologie expérimentale, chez l'être humain en particulier, on distingue des échelles de perception consciente d'une part et la perception inconsciente d'autre part. Celle-ci est qualifiée parfois d'implicite ou subliminale. Cette distinction a été étendue aux autres animaux dans la mesure où ils peuvent être entraînés et conditionnés à indiquer s'ils ont perçu ou non un stimulus. Alors, la perception d'une situation fait appel tout à la fois au sens physiologique d'un organisme et à ses capacités cognitives à un niveau élémentaire ou conscient. Essayez de bien comprendre tout ce qui vous est donné actuellement, très important. Vous allez voir les perceptions sensorielles, les mesures de la sensation, de la perception visuelle, de la perception auditive, mécanisme de l'audition, perception olfactive, perception tactile, perception gustative. Alors, tout ce qui est en bleu est un lien de référence que vous pouvez voir dans le Wikipédia sans aucun problème. Nous allons maintenant voir la perception sensorielle. Alors, la perception sensorielle est la perception immédiate que nos sens nous livrent, comme des informations directes. Alors, le thème de sensation est parfois utilisé dans un sens plus large, recouvrant aussi les émotions. Donc, on ne peut
donc le retenir pour dénommer cette forme de perception. Alors vous comprenez pourquoi que je vous dis qu'il faut essayer de contrôler le plus possible nos émotions. En psychologie cognitive, la perception est définie comme la réaction du sujet à une stimulation extérieure qui se manifeste par des phénomènes chimiques, neurologiques, au niveau des organes, des sens physiologiques et au niveau du système nerveux central, ainsi que par divers mécanismes qui tendent à confondre cette réaction à son objet par des processus tels que la représentation de l'objet, la différenciation de cet objet par rapport à d'autres objets. Regardons maintenant la mesure. Comment mesurer les phénomènes perceptifs qui ne possèdent pas d'échelle de mesure continue? Ce sont avant tout des phénomènes temporels, c'est-à-dire que leur mesure n'est pas constante pour les instants. Chez l'humain, l'ouïe et la vue sont les deux sens qui nous transmettent des informations les plus importantes sur le temps et sur l'espace. Mais l'inégalité entre les rayonnements sonores et les rayonnements lumineux est pour beaucoup à l'origine d'une flagrante inégalité entre ces sens. Le seuil de perception d'un son par l'oreille est situé à 10-16 MW, quand le seuil de perception d'une source lumineuse ponctuelle à l'œil nu est situé à 10-18 watts. La vue est donc un sens réservé à l'immédiat. L'ouïe, en véhiculant des indications d'un autre ordre, nous enseigne beaucoup plus sur ce qui est du domaine de l'émotion, des sentiments. Par exemple, outre qu'elle peut porter plus d'informations, la voix au téléphone nous en dit plus sur l'état psychologique de l'interlocuteur qu'une photo. Je crois que tout le monde a déjà vécu cette expérience. Allons voir maintenant la mesure de la sensation. Les quantités mesurables nous apprennent peu de choses sur les phénomènes perçus, comme en attestent les illusions d'optique, où, par exemple, un même objet peut nous apparaître plus clair ou plus foncé, suivant la luminance des objets qui l'entourent. La psychologie de la perception cherche donc à établir le lien qui existe entre l'objet physique et la perception qu'on en a. Les théories physicalistes du 19e siècle ont tenté de relier de façon bilatérale et univoque sensation et grandeur physique. Le pragmatisme de ces recherches cherchait à exprimer des grandeurs affectives en fonction de données empiriques, donc degrés de hiérarchie des perceptions, comparaison de leur somme et de leur différence, des attributs sensibles en fonction de mesures physiques, définissables a priori. Alors l'approche psychophysique a par la suite entrepris de mesurer précisément notre sensibilité à différents paramètres physiques comme la couleur ou l'intensité sonore, afin de déterminer ce qui seraient les lois générales de la perception
comme la loi de Weber et Fechner. Regardons la suite. Selon une autre approche, les courants inspirés de la psychologie de la forme, le Gestalt, thérapie, qui ont cherché à comprendre comment se structurait la perception autour de principes généraux. Par exemple, selon le principe de clôture, une forme serait plus facilement perçue si elle est fermée que si elle est ouverte. On retrouve une illustration de ce principe dans le triangle de Canizza, où l'on perçoit spontanément un triangle blanc alors que seuls 3 disques noirs sont dessinés. Les illusions visuelles fournissent une explication potentielle aux illusions de jugement ou illusions cognitives. À titre d'exemple, on peut citer les dessins bien connus de W.E. Hill, Ma femme et ma belle-mère, ainsi que le dessin de l'homme barbu. Les gestaltistes ont beaucoup travaillé sur ces équilibres visuels, premier plan et arrière-plan, zone claire et zone sombre, contour et convexe, et concave. Alors une fois que l'expérience a permis de comprendre la dualité de l'image, les limitations dans la perception ou dans le jugement peuvent être facilement vaincues, comme l'affirmait Goethe. Nous ne voyons que ce que nous savons. Et la découverte consiste à voir ce que tout le monde a déjà vu et à penser ce que personne n'a encore pensé. On peut aussi mentionner les approches physiologiques qui cherchent à comprendre quels sont les mécanismes qui permettent la perception aussi bien au niveau des organes des sens que des neurones et du système nerveux. Regardons maintenant la perception visuelle. Un réel gecko sur l'écran d'un ordinateur chasse le pointeur de la souris qui confond avec une proie. L'œil ne fonctionne pas comme un capteur photographique d'appareil numérique. L'œil comprend 2 systèmes complètement différents. Le système fovéal, qui donne la possibilité d'examiner des points d'environ 2 degrés d'angle 3 à 4 fois par seconde. C'est un système très lent avec un excellent pouvoir de résolution et un bon rendement des couleurs. Le système de la rétine périphérique qui rend jusqu'à 90 images par seconde sur un angle d'environ 180 degrés avec une mauvaise résolution. Il sert à donner l'impression globale de la situation. Alors, ces 2 systèmes relient le monde extérieur avec sa représentation intérieure. La perception visuelle est donc un système d'identification. Il permet d'identifier, par exemple, une personne par la comparaison de quelques points critiques et l'impression globale avec les images internes. Pour percevoir un objet, il faut avoir vu des objets similaires. La perception des visages fonctionne depuis la naissance, mais la discrimination de plusieurs visages est une capacité qui s'apprend.
Voyons maintenant la perception auditive, la branche de la psychokinèse, de la psychophysique, excusez, qui étudie la façon dont nous percevons les sons est la psychoacoustique. Mécanisme de l'audition. La chaîne de l'audition est complexe. Ces mécanismes sont développés dans l'article l'ouïe. Les sons transmis par l'air sont captés et amplifiés par le pavillon qui les focalise vers le conduit auditif, donc jusqu'au tympan. Membrane qui entre alors en vibration. La chaîne des osselets transmet et amplifie ces vibrations, conduction mécanique, et elles sont transmises à l'oreille interne. Elles provoquent des ondes de pression correspondant aux ondes sonores. Ces ondes de pression permettent de communiquer les vibrations à la partie la plus délicate et la plus interne de l'oreille humaine, la cochlée. Les ondes mécaniques font bouger les cils de l'oreille interne, ce qui active la production d'un flux nerveux chargé de transmettre l'information aux nerfs auditifs et jusqu'au cortex auditif. Alors voyons maintenant la perception olfactive. La perception olfactive est relativement délaissée par beaucoup d'humains et beaucoup plus utilisée par certains animaux. On l'utilise cependant souvent sans s'en rendre compte. Il participe à la perception gustative, à la sensation du goût, le mécanisme de l'odorat. Combien de fois sentons-nous ce que nous allons manger? Alors, regardons maintenant la perception tactile. La perception tactile est la perception par l'homme ou l'animal de sensations par le toucher, transmises par l'intermédiaire de la peau, des muqueuses, la langue ou les dents, mécanorécepteurs du parodonte. Elle inclut non seulement la perception tactile au sens étroit, reconnaissance des textures, d'élasticité, la lecture en braille si vous voulez, etc., mais aussi la perception thermique, sensation de chaud ou de froid, et même des perceptions émotionnelles, telles la douleur ou la sensualité, selon votre toucher. Mécanisme du toucher, très important. Perception gustative, la perception du goût. Vous voyez le mécanisme de la langue et le palais. Allons voir maintenant la perception de l'équilibre. L'équilibrioception, qui est le sens de l'équilibre. Elle est assurée par le système vestibulaire de l'oreille interne. Ce système assure aussi la perception du mouvement. Perception du temps. Si nous possédons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un nez pour sentir, nous n'avons pas de récepteur sensoriel spécifique dédié à la perception du temps. Or, nous sommes pourtant capables de percevoir l'écoulement du temps. L'étude de la perception du temps se confronte à un paradoxe qui renvoie à la nature même du temps où se rencontrent les expériences psychologiques, les réflexions philosophiques, notre compréhension du fonctionnement du cerveau et nos connaissances des cycles circadiens.
La perception temporelle a fait l'objet de nombreux travaux depuis les premières études psychophysiques dues au 19e siècle jusqu'aux explorations en imagerie cérébrale, l'IRM. Les expérimentateurs se sont attelés à distinguer différents types de phénomènes qui relèvent tous de la perception du temps. Regardons la suite de cette perception du temps, la perception des durées, perception de la production de rythme, la perception de l'ordre temporel et de la simultanéité. La question reste posée de savoir si ces différents domaines de la perception temporelle procèdent à des mécanismes ou non en particulier. D'autres distinctions ont été introduites sur la base de l'échelle de temps considérée. Ainsi, selon le psychologue français Paul Fraise, il convient de distinguer la perception pour des durées relativement brèves jusqu'à quelques secondes de l'estimation temporelle qui, elle, désigne l'appréhension de durée longue, supérieure à plusieurs secondes jusqu'à des heures ou davantage. Allons voir cette perception de l'espace. De même que la durée, les perceptions entre les objets peuvent faire l'objet d'une perception. Ainsi, il est possible de dire si tel objet est plus proche de nous que tel autre, ou encore qu'un tel est plus grand qu'un autre. L'argument pour isoler une perception de l'espace à côté des sens physiologiques, tels que la vision ou l'audition, repose sur l'observation que l'information spatiale que l'on extrait de l'environnement semble être supramodale, c'est-à-dire partagée entre les différentes modalités sensorielles de localisation. Ainsi, il est possible de dire si un son provient d'un objet visuel. Le lobe pariétal du cerveau joue un rôle important dans la perception de l'espace. De là où vous allez voir les commotions cérébrales ou les coups à la tête, qu'est-ce que ça peut causer. Allons voir maintenant la location, la perception audiovisuelle, la perception par l'œil ou par l'oreille des phénomènes qui nous entourent est limitée par les récepteurs mis en jeu. L'oreille humaine capte les signaux sonores que dans une gamme de 20 à 20 000 Hz en moyenne. L'œil, pour sa part, est limité aux longueurs d'onde comprises entre 390 nanomètres et 780 nanomètres, c'est la lumière visible. De plus, il semblerait que l'interprétation par le cerveau des images transmises par l'œil ne puisse être considérée comme copie conforme de la réalité, mais plutôt comme des références à des images ou à des portions d'images déjà imprégnées dans la mémoire de l'individu. Grâce à cela, on reconnaît un petit morceau d'assiette cassé, alors qu'un ordinateur, lui, en sera complètement incapable. Alors, sans parler des phénomènes de persistance rétinienne, on utilise en audiovisuel les carences de nos perceptions pour manipuler les sons et les images pour qu'elles deviennent plus petites en termes d'espace,
occupées sans pour autant qu'elles ne perdent leur qualité intrinsèque de transport d'informations. On parle alors de codage, de compression du média. Les codecs les plus évolués prennent en compte de manière très fine les imperfections de nos perceptions pour atteindre des compressions inconnues avant les travaux des scientifiques sur la perception de nos 5 sens et l'interprétation faite par notre cerveau des données reçues. Regardons la perception de la réalité. La perception d'une situation simple ou complexe fait appel à des processus d'analyse inconscients. La réalité concrète et immuable est extrêmement difficile à cerner, car chaque personne a sa propre perception de la réalité. Les filtres de la perception étant omniprésents dans la vie de chaque individu, cela rend impossible la définition précise de ce qui est réel. Ces filtres agissent sur la perception en déformant un peu plus les informations provenant du monde réel. Par exemple, l'état psychologique d'une personne, qui est de bonne ou de mauvaise humeur, son état de fatigue, sa luminosité, les bruits environnants, son niveau de stress, un taux élevé d'hormones comme l'oxytocine, le cortisol, la testostérone, la sérotonine. Alors, peuvent changer, en plus d'être personnels à chacun, la perception du réel qui va se modifier à chaque instant. Alors, la perception d'une situation complexe peut être entravée par des biais cognitifs, comme la pensée, l'ignorance et les croyances. Le phénomène qui peut entraver la perception juste d'une situation est particulièrement à la mémoire et à l'illusion. Ce peut être aussi d'autres formes de biais cognitifs, dissonances cognitives ou des sophismes de la part des personnes qui échangent leur point de vue sur une situation, ce qui correspond à des opinions qu'à une perception. Continuons la suite de cette perception de la réalité, car les schémas cognitifs sont des automatismes permettant à chacun de traiter au mieux des situations complexes en cas de dysfonctionnement. Ils seraient à l'origine de psychopathologies, comme la dépression, ainsi que les travaux de Beck l'ont montré. La perception joue donc un rôle considérable dans la façon d'appréhender la réalité et les relations aux autres. Afin d'améliorer sa perception de la réalité et de limiter les risques d'erreur, il est important de croiser les sources d'informations et de croiser les interprétations de ces sources. Ainsi, les situations du monde réel qui apparaissent complexes demandent un niveau d'attention élevé. Mais les biais cognitifs, tels par exemple la cécité d'inattention ou la cécité au changement, peuvent occulter de nombreux éléments ou déformer le niveau de compréhension et ainsi agir sur les actions suivantes. Chez les humains de diverses cultures, le partage des informations et leur qualification dans une collectivité ou une entreprise font appel à des méthodes et à des sciences cognitives.
plusieurs philosophes se sont penchés sur le phénomène de la perception. Nous verrons que dans l'Antiquité, Aristote a développé dans le traité de Sensus et Sensibilibus une réflexion sur la sensibilité commune, coen aesthesis. Au Moyen Âge, avec saint Thomas d'Aquin, la philosophie scolastique a repris les notions d'Aristote pour bâtir une théorie sur des facultés aboutissant à la notion de sens commun, en latin le sensus communis, qui est l'une des 4 facultés avec l'imagination, l'estimative et la mémoire. Alors, au XVIIe siècle, Baruch Spinoza, dans le traité de la réforme de l'entendement, 1661-1677, distingue 4 modes de perception. La perception par les sens, ci-dessous, la perception par l'expérience, la perception par le raisonnement déductif et la perception par l'intuition. Alors, la perception par l'expérience est un processus empirique qui fait aujourd'hui appel à des méthodes expérimentales sophistiquées. Voyons autant les 2 premiers types de perception, la perception par les sens et par l'expérience, sont individuels. Autant le raisonnement et aussi l'intuition ont des implications collectives. C'est à ce stade que l'intelligence intelligere, en latin, signifie lier entre les deux, de l'individu, face à une situation, nécessite des communautés que les perceptions des uns et des autres interagissent pour aboutir à une vision structurée d'un ensemble à un moment particulier. En gestion des connaissances, on parle de communauté de pratique. Pour donner un point de vue sur une situation globale, l'intuition peut nous amener à faire des généralisations de cas singuliers, c'est-à-dire procéder par induction. La généralisation peut être inappropriée, car les cas singuliers choisis ne sont pas nécessairement représentatifs, et même ils peuvent être choisis intentionnellement pour arriver à une conclusion prédéterminée, ce qui est une logique fallacieuse. À cette réserve près, l'induction est parfois un complément indispensable du raisonnement déductif pour percevoir une situation complexe. Prenez le temps de bien relire cette phase et de bien la comprendre, car je m'en viens avec une explication très réaliste. Donc, nous allons voir qu'avec Henry Bergson, essai sur les données immédiates de la conscience, s'est inspiré de Spinoza sur la question de l'intuition. Maurice Merleau-Ponty a également étudié le phénomène de la perception. La perception a, selon lui, une dimension active en tant qu'ouverture primordiale au monde vécu de Lebenswelt, contrairement à la conception cartésienne de la pensée. Merleau-Ponty,
estime que le corps n'est pas qu'un objet potentiel d'étude pour la science. Il souligne qu'il y a une inhérence de la conscience et du corps dont l'analyse de la perception doit tenir compte. Le primat de la perception signifie un primat de l'expérience, dans la mesure où la perception revêt une dimension active et constitutive. Avec Paul Watzlawick, la réalité est devenue le résultat d'une construction mentale de toutes les illusions. La plus périlleuse consiste à penser qu'il n'existe qu'une seule réalité. Les études réalisées ces dernières années par des neuroscientifiques tels que David Eagleman et Dan Ariely mettent en évidence l'influence de la perception sur la compréhension de la réalité, ainsi que la tendance à l'irrationalité. Voyons maintenant avec The Witness, et notamment sa seconde fin, Jonathan Blow démontre comment le travail de plusieurs années, mais aussi l'expérience utilisateur de dizaines d'heures peuvent influer sur notre perception inconsciente et consciente de la réalité. De par la répétition d'une tâche et de stimuli visuels propres à la conception de ces puzzles, l'auteur et le joueur finissent par voir apparaître ces puzzles partout dans la réalité, comme s'il était alors jusqu'ici voilé à leurs yeux. Vous comprenez maintenant ce à quoi les gouvernements de toute la planète entière participent, consciemment ou inconsciemment pour certains, à vouloir changer nos habitudes de faire, de penser, de changer nos comportements de consommation et voire à éliminer le plus de gens possible pour un profit incalculable réservé aux élites. Il est temps que nous comprenions cette étude du fonctionnement de notre cerveau qui est conditionné par des messages répétitifs et tout conditionnement cognitif qui s'intègre peu à peu à notre subconscient et toutes ces images que ça crée déjà chez chaque individu. Alors, si on regarde maintenant des sciences cognitives à la science de la cognition, l'une des conséquences de ces interactions pluridisciplinaires au sein de ce qu'on appelle la cognition est de changer de façon importante la façon dont s'organisent les thématiques de recherche en sciences cognitives. Celles-ci ne se structurent donc non plus seulement par rapport aux différents objets d'études traditionnelles des disciplines constitutives de ce domaine de recherche, les neurones et le cerveau pour les neurosciences, les processus mentaux pour la psychologie, le comportement animal pour l'éthologie, l'algorithmique de la modélisation pour l'informatique, mais aussi souvent autour des fonctions cognitives que l'on cherche à isoler les unes des autres. Des chercheurs de plusieurs disciplines s'intéressent collectivement, par exemple, à la mémoire
ou au langage. Cette mutation se manifeste dans l'émergence du vocable « science de la cognition » qui traduit ou revendique le fait que ce domaine pluridisciplinaire est en passe de se constituer comme une science unifiée et à part entière. J'espère, mes chers amis, que vous comprenez le sens de tout ce que je viens de vous énumérer. Sinon, réécoutez, s'il vous plaît, cet exposé. Nous verrons dans notre prochain Psy 4 les mondes dans lesquels nous vivons et ceux qui nous composent, les plans dimensionnels. Alors, je vous souhaite un bon futur et à bientôt. Tous ceux et celles qui ont des questions, n'hésitez pas à m'écrire à jgootis@gmail.com. Merci.